la présentation, je m'étais dit que peut-être il serait bon aussi d'expliciter le titre, parce que Kino Fabula c'est un néologisme, et alors c'est un titre un peu intriguant, c'est une bonne chose pour un titre que d'être intriguant, mais il a aussi plusieurs couches de sens, et c'est surtout le terme de fabula en fait sur lequel je voudrais donner quelques renseignements qui permettront, me semble-t-il, de comprendre justement le projet du livre. Donc fabula ici, ce n'est pas la fabula des formalistes russes, comme pourront le penser beaucoup de russisants juste en écoutant le titre, malgré tout l'amour que je porte aux formalistes russes, et d'ailleurs une partie de l'ouvrage s'appuie sur les travaux des formalistes russes, ce n'est pas de cette fabula-là qu'il s'agit, c'est-à-dire le matériau dans son opposition au sujet. En fait, ici, vraiment, fabula, c'est vraiment le sens latin qui prime, c'est-à-dire fabula au début, la parole, et puis ensuite, par glissement sémantique, les bruits, les rumeurs. Donc fabula, finalement, c'est la parole qui invente une fiction, qui invente quelque chose, d'où le français fabulé d'ailleurs. Et puis à un autre niveau de sens, fabula en latin aussi, c'est un récit qui n'a pas de caution historique, c'est-à-dire un récit fabuleux, un récit mythique ou un récit légendaire. Et c'est à partir justement de cette dernière couche de sens que fabula a donné le français fable, une histoire imaginaire qui illustre aussi une morale. Et justement, un grand nombre de films dont je traite dans Kino Fabula sont en fait des fables cinématographiques. Alors on peut le prendre dans deux sens. Soit ce sont des adaptations de fables classiques, des fables d'Ésope, des fables de La Fontaine, des fables de Krylov, par exemple les fables qui ont été adaptées par Ladislas Starevich, qui a été le premier grand cinéaste d'animation pour la cinématographie russe et soviétique au début du XXe siècle. Et puis ça peut être, dans un autre sens, ce que j'ai appelé des fables d'édification socialiste, comme le sont par exemple dans les années 1930 les films d'Alexandre Mediedkin, La Nouvelle Moscou et Le Bonheur. Donc voilà pour ce qui est du titre, et pour le sous-titre, bon, essai sur la littérature et le cinéma russe, là il n'y a pas besoin vraiment d'explication particulière. En fait c'est un sous-titre qui éclaire justement ce titre un petit peu intriguant. Kino Fabula, donc c'est la synthèse de l'image en mouvement, kino, et de la parole et du verbe qui crée la fiction, fabula, c'est-à-dire tout simplement la synthèse du cinéma et de la littérature. Alors, Kino Fabula a bien été conçu justement comme un ouvrage de synthèse ou un ouvrage de réunion. Tout d'abord parce qu'il réunit des articles et des petits essais que j'avais publiés au cours d'une dizaine d'années dans diverses revues et que j'ai retravaillé justement pour l'occasion et auquel j'ai essayé de donner une cohérence générale à l'intérieur de l'ouvrage. Donc ça c'est le premier type de réunion et de synthèse. Le deuxième type de réunion ou de synthèse, c'est la démarche du livre, puisque la démarche du livre réunit plusieurs disciplines, donc les études cinématographiques, les études littéraires et accessoirement l'historiographie. Elle réunit aussi plusieurs médias, le cinéma, la littérature et toujours accessoirement les arts plastiques. Et j'en profiterai pour dire que le cinéma russe, comme le cinéma européen d'ailleurs, est dès ses origines une pratique artistique qui est à la fois multiforme et intermédiatique, on peut dire, puisque le cinéma fait appel à la littérature, au théâtre, mais aussi à la musique, aux arts plastiques, aux arts décoratifs, aux arts du spectacle, aux arts du cirque. Donc c'est aussi en me basant sur cette série de passages, de croisements entre le mot, le geste, l'image, mais aussi entre la tradition et la modernité, entre les arts populaires et les arts savants, entre le 19e et le 20e siècle, que j'ai conçu l'ouvrage Kino Fabula. Donc ce dont je parle en fait ici, c'est de transdisciplinarité, ce mot extrêmement à la mode, très galvaudé, qui pourrait être aussi une sorte de mot-clé un peu passe-partout, un peu fourre-tout, mais la transdisciplinarité, pour moi, ça présente au moins trois avantages. Tout d'abord, c'est une façon, à mon avis, particulièrement efficace de reconstruire un espace d'échange et un espace de dialogue, un espace d'interrogation qui avait été largement disloqué justement par la spécialisation, par tous les processus de spécialisation qu'ont connu les sciences humaines depuis le 19e siècle. Donc ça, je dirais que c'est le premier avantage de la transdisciplinarité. Ensuite, être transdisciplinaire, c'est justement faire dialoguer les œuvres,
faire dialoguer aussi les méthodes, c'est-à-dire c'est pratiquer ce qui est au cœur, à mon avis, au cœur même de toute activité critique, la comparaison. George Steiner disait que tout acte de recevoir une forme artistique et d'établir avec cette forme artistique une relation critique, c'est en soi un acte comparatiste, c'est en soi un acte de comparaison. Le troisième avantage aussi de la transdisciplinarité, c'est que, me semble-t-il, c'est quelque chose qui relève de la nature même de notre conscience contemporaine, c'est-à-dire la multiplicité des intérêts, un sens aigu de l'altérité, la sensation que nous avons d'habiter un monde à la fois complexe et atomisé, et le désir que nous avons d'en faire malgré tout la synthèse.